Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour évoquer les grands bouleversements du monde, les menaces qui nous font face, la place de la France dans ce nouvel échiquier, ce nouvel ordre mondial et bien sûr la politique intérieure. Tout d'abord, Madame Le Pen, l'idée d'un accord de trêve en Ukraine fait son chemin. Des négociateurs américains sont d'ailleurs en route vers la Russie. Poutine et Trump devraient se parler très rapidement. Le président américain met la pression sur le président russe. S'il y a accord, ça reste une hypothèse très fragile. Est-ce à mettre au crédit de Donald Trump? Est-ce que ce sera, à vos yeux, lui, l'artisan de la paix, fût-elle imparfaite et même coûteuse? La réalité, c'est qu'il est, et c'est bien dommage d'ailleurs, il a été un peu le seul à sembler souhaiter la paix. Donc après, c'est une question de volonté politique. Si vous ne souhaitez pas la paix, si vous souhaitez la continuation de la guerre, il est évident que vous ne pouvez pas obtenir la paix. Or, on voit bien que les différents pays européens, et l'Union européenne d'ailleurs en tête avec Mme von der Leyen, manifestement ne souhaitaient pas la paix, ils souhaitaient la continuation de la guerre. Nous, depuis 3 ans au Rassemblement national, nous disons qu'il faut que la France prenne la tête d'une conférence pour la paix avec l'ensemble des pays qui ont un intérêt à cette paix autour de la table et l'ensemble des acteurs, évidemment, de ce conflit. Parce que nous voyons bien que derrière les intérêts géopolitiques des uns et des autres, il y a des hommes, des familles qui sont dévastées, des hommes qui sont massacrés, qui sont exilés, blessés, tués, et que la guerre, il n'y a rien de pire en réalité. Donc tout ce qui peut être fait pour éviter ou pour mettre fin à cette guerre devait être fait par la France. La France n'a pas pris cette position par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron. Mais donc le président américain serait donc à vos yeux, par sa volonté de faire la paix, le faiseur de cette paix? En tout cas, c'est lui qui déclenche les pourparlers, qui déclenche les négociations. Après, la vraie question, et moi je ne me résous pas à ce que la France ne joue aucun rôle, parce que c'est ce qui se profile. Et c'est terrible en réalité au regard de l'histoire, au regard de la place de la France. C'est que ce qui se profile, c'est une discussion directe entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine. C'est ce que nous avons vu à Jeddah, en Arabie Saoudite, effectivement, les Européens absents, écartés. Mais encore un mot quand même sur les États-Unis, Madame Le Pen. Nous sommes dans un contexte où le parapluie américain se dérobe, où la guerre commerciale est déclarée. Quelle est votre ligne vis-à-vis de Donald Trump entre une admiration, peut-être, je ne sais pas, un rapprochement avec certaines idées trumpiennes et une méfiance vis-à-vis d'un dirigeant étranger? Moi, je ne Quelle est votre ligne? je ne suis pas dans la diplomatie de l'émotion. Je crois que c'est d'ailleurs un livre de M. Védrine. Je ne suis pas non plus dans la télédiplomatie, qui est un peu la spécialité de M. Trump, mais que partage Emmanuel Macron, qui apprécie cette méthode. Moi, je ne pense qu'à une seule chose, l'intérêt de la France et des Français. C'est ma seule et unique boussole. Par conséquent, mon comportement va s'adapter aux risques qui existent pour notre pays. Et ce, à l'égard de l'ensemble des puissances. Et évidemment, à l'égard des grandes puissances. Donc, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine ou que ce soit les États-Unis. Je défendrai toujours les intérêts de la France. Et il est évident, et je le répète encore ce matin pour que chacun comprenne, que même lorsque l'on a un allié, et les États-Unis sont un allié. Reste un allié. Ou alors il faut sortir de l'OTAN. On ne peut pas être dans une alliance militaire avec des gens qui ne sont pas des alliés. On se comprend sur ce sujet. Donc même avec des intérêts divergents. Ceux qui viennent nous expliquer aujourd'hui que les États-Unis ne sont plus un allié, alors à ce moment-là, doivent aller au bout de leur logique et demander à ce que la France quitte l'OTAN. Vous verrez que ça s'arrêtera assez rapidement, ce genre de déclaration à l'emporte-pièce. Mais ça n'est pas parce qu'on a un allié qu'on ne peut pas, dans le même temps, être allié sur certains sujets, en cohérence sur certains sujets, en concurrence sur un certain nombre d'autres, et voire même en contradiction sur encore d'autres domaines. C'est le principe même de l'intérêt des nations. Elles peuvent se rejoindre sur certains sujets, elles peuvent se concurrencer sur certains autres,
et elles peuvent être en contradiction dans un certain nombre d'autres domaines. Pour qu'on soit clair sur ce sujet, puis on reviendra à l'accord éventuel sur l'Ukraine, Marine Le Pen, est-ce que vous soutenez par exemple la réaction de l'Union européenne et donc de la France qui veut frapper fort et vite par rapport à la guerre commerciale qui est déclarée par Donald Trump et qui, en retour, va aussi mettre en place des moyens de pression. Est-ce que par rapport à cet allié-là, vous estimez qu'on a la bonne réaction quand il ne nous ménage pas? On a raison de réagir, bien entendu. Mais ce qui m'ennuie, moi, c'est que ce soit... Enfin, là, on touche du doigt le problème principal, c'est que c'est l'Union européenne qui réagit. C'est-à-dire que si nous étions dans des relations bilatérales, je pense que les discussions pourraient être plus simples. Or, qu'est-ce qui se passe quand l'Union européenne négocie à notre place? C'est qu'elle peut avoir tendance, et on l'a vu par le passé, à sacrifier un domaine économique de la France au bénéfice du sauvetage d'un domaine économique, allez au hasard, de l'Allemagne, puisque il a échappé à personne que cette Union européenne est quand même très largement allemande dans sa direction, dans l'influence qu'elle subit et donc dans les intérêts qu'elle protège. Donc typiquement, si vous voulez, pour protéger les voitures allemandes, en règle générale, on sacrifie l'agriculture française. Évidemment que moi qui suis le défenseur des intérêts de la France, je suis en désaccord avec cela. Donc oui, réaction, mais attention à justement que nos intérêts ne soient pas piétinés. Donald Trump qui va donc parler directement, Marine Le Pen, à Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Ça veut dire aussi qu'il faut que nous reprenions ce contact qui a été évidemment interrompu. Vous, au pouvoir, vous le reprendriez? Je suis désolée, mais moi je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir une influence que je souhaite bien entendu positive, parce que c'est l'objectif de chaque pays d'avoir une influence positive sur les relations entre les nations, sur la paix, une voix qui porte, sans parler aux gens. À Vladimir Poutine. Non mais je veux dire, sans parler, si on ne parle pas aux dirigeants des pays, on ne peut pas, en réalité, obtenir que les gens se mettent autour de la table. C'est ainsi pour vous que Donald Trump est arrivé à ce résultat-là? Encore une fois, hypothèse fragile de cet accord. Ça paraît relativement évident, si vous voulez. Si vous arrivez sur un terrain diplomatique en insultant l'ensemble des partis qui ont vocation à être autour de la table, il est évident que vous n'allez pas être choisi, si vous voulez, comme en quelque sorte négociateur, comme arbitre, comme susceptible d'impulser quelque chose. Or, Emmanuel Macron s'est fâché avec le monde entier. Donald Trump n'a pas été tendre avec M. Zelensky dans le bureau ovale, et pourtant, les négociateurs américains et ukrainiens restent. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle, il s'adresse, il accepte de discuter. Moi, j'avoue que la méthode Donald Trump est la méthode Donald Trump. C'est une méthode qui peut nous apparaître à nous, Européens, d'une très grande brutalité. Et à vous, personnellement? Elle vous choque? Elle vous paraît brutale? Elle me choque. Bon, rien ne me choque. Enfin, je veux dire, pour me choquer, il faut aller plus loin. Donc, qu'il y ait des discussions extrêmement dures entre dirigeants de nations n'est pas en soi choquant. Ce qui était choquant là, c'est que c'était devant toutes les caméras du monde. Mais que les choses soient claires, ça existe. Et même régulièrement. D'habitude, on ne le voit pas. Voilà, d'habitude, on ne le voit pas. Cette télédiplomatie, comme je vous disais au début, est quelque chose à laquelle je n'adhère pas. Venons-en. Voilà. Je pense que la diplomatie, elle doit être discrète, voire d'ailleurs secrète. Mais il y a un duel à distance entre vous, Marine Le Pen, et le chef de l'État sur la réalité de la menace russe. Emmanuel Macron vous a répondu après que vous ayez affirmé que la menace existentielle pour la France reste le fondamentalisme islamiste. Il a affirmé que la France se bat contre les deux menaces et qu'il rejette toute hiérarchie. En quoi est-ce le président qui exagère en jouant sur les peurs et non pas vous qui minimisez la menace russe en relativisant ces mêmes peurs? Moi, je ne minimise absolument aucune menace, d'où qu'elle vienne. Mais je note que qui a fait des morts en France dans les 10 dernières années? Selon Gérald Darmanin... Des centaines, c'est bien le fondamentalisme islamiste par l'intermédiaire des attentats dont nous avons été victimes. Donc, par qui est-il porté? Pouvez-vous répondre justement au garde des Sceaux qui hier évoquait votre obsession par rapport à une certaine origine alors qu'il pointait les auteurs de ces attentats comme étant des Tchétchènes russes, a-t-il ajouté? Non mais d'accord, non, pas de ces attentats. Bon, bien sûr que les Tchétchènes sont pour certains des fondamentalistes islamistes, mais dans ces cas-là, il ne faut pas les accueillir en France.
Il ne faut pas leur accorder de titre de séjour. Il ne faut pas que la justice les empêche d'être renvoyés en Russie. Parce que la réalité, c'est que bien souvent, la justice intervient, Russes dangereux, en Russie. Bon. Mais là où M. Darmanin se trompe, c'est qu'il compare une nation et une idéologie totalitaire. Moi, je lutte contre le fondamentalisme islamiste, quelle que soit sa nationalité. Je veux dire, il y a eu un attentat absolument épouvantable à la Nouvelle-Orléans il y a quelques semaines. C'était un Américain. Donc, qu'il soit américain, russe, algérien ou autre, le fondamentalisme islamiste est un danger absolument majeur pour nous. Donc, M. Darmanin, encore une fois, soit ne connaît pas son dossier, soit cherche à créer des polémiques là où normalement on ne devrait pas y en avoir. Tout le monde devrait considérer que le fondamentalisme islamiste est un danger majeur pour notre pays parce que nos compatriotes ont payé de leur sang cette conscience tout de même de ce danger. C'est évident, mais faut-il pour autant hiérarchiser Marine Le Pen? Vous accusez le président de télédiplomatie, de rhétorique guerrière, de surjouer le tout. Vous réclamez la constance. C'est un mot qui a été retenu de sa part dans ce domaine, mais pensez-vous vous-même avoir fait preuve de constance dans ce dossier, en particulier sur votre soutien à l'Ukraine et votre manière d'appréhender la menace russe? Mais quand ai-je changé d'avis? Est-ce que le Rassemblement national n'a pas, dès le premier jour de l'entrée de la Russie en Ukraine, soutenu l'intégrité territoriale de l'Ukraine? Est-ce que nous n'avons pas condamné dès le premier jour cette agression? Est-ce que nous n'avons pas soutenu en toutes circonstances l'Ukraine? Non. La question, c'est en toutes circonstances. Vous n'avez pas soutenu en toutes circonstances? Pardon, pas à tout prix. Pas en toutes circonstances? Non. En toutes circonstances. Non, pas tous les votes, Madame Le Pen. Non, mais Madame, pas à tout prix. La question est la suivante. Lorsqu'on fait une résolution de soutien à l'Ukraine au Parlement européen et qu'on en profite à l'intérieur de la résolution pour dire « nous allons accepter l'Ukraine dans l'Union européenne », je dis non. Comme hier, je dis non, je ne voterai. Les députés RN se sont abstenus à l'Assemblée. Je ne voterai aucun texte qui indique que l'Ukraine doit rentrer dans l'Union européenne. Pourquoi ? Madame, mais parce que l'entrée de l'Union européenne dans l'Ukraine, c'est la mort de l'agriculture française. Donc nous soutenons l'Ukraine, mais nous ne souhaitons pas qu'il en découle la mort d'un secteur aussi important pour notre souveraineté et pour notre économie que l'agriculture française. C'est un point fondamental. Car si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, non seulement nous allons vivre une concurrence normative et financière considérable de leurs produits. Mais de surcroît, la PAC va donc être redistribuée entre les pays. Et donc, ça entraînera une baisse de 20% de la PAC pour les agriculteurs français. Donc, je défends les intérêts de la France et des Français. Et lorsque ces intérêts sont attaqués, je dis non. Donc, soutien à l'Ukraine, oui. Nous avons été d'accord pour envoyer du matériel pour soutenir l'Ukraine. Mais en l'occurrence, nous ne sommes pas d'accord pour... encore une fois, faire mourir un secteur économique aussi fondamental que l'agriculture. C'est un point fondamental. On poursuit notre interview sur CNews Europe 1, mais arrêtons-nous sur ce sujet. Hier, donc à l'Assemblée nationale, lors de ce vote sur la résolution autour du processus, il est vrai, d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, il y avait autre chose dans cette résolution, Madame Le Pen. Il y avait la possibilité de saisir ces avoirs russes gelés. Certains disent que vous avez dit peut-être non, évidemment, à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais non également à la saisie des avoirs russes. Enfin, il me semble que M. Macron est contre également. Pour d'autres questions, peut-être pour des aspects juridiques, est-ce que vous voulez pour des aspects juridiques pour d'autres raisons, moi, je veux vous dire, nous avons été pour la saisie des intérêts des avoirs russes. Voilà. Pourquoi nous sommes réservés sur la saisie des avoirs russes? D'abord parce que, au regard du droit international, c'est interdit. Deuxièmement, parce que, pour le coup, je partage l'avis d'Emmanuel Macron. Si vous commencez à faire cela, vous risquez que plus aucun investissement ne s'effectue en France. Mais moi, il y a une troisième raison qui n'a pas été évoquée. C'est que si l'Union européenne décide de saisir les avoirs russes dans l'Union européenne, combien y a-t-il d'avoirs des pays de l'Union européenne en Russie? Parce que vous voyez, rien que Total, je crois que c'est 12 milliards. Donc le retour du bâton serait sévère. Il y aura de toute façon un retour de bâton, un effet de parallélisme des formes. Donc, je pense que ne pas réfléchir à ça, ne pas avoir les éléments sur la table avant de prendre cette décision serait, pour le coup, irresponsable pour les intérêts de la France. Si vous deviez caractériser Marine Le Pen à l'heure actuelle, appréhender dans toutes ses dimensions la menace russe, que diriez-vous ce matin ?
Je dirais, comme Jordan Bardella, que c'est une menace qui est multidimensionnelle. Bon, d'abord parce que, on le sait, la Russie effectue des raids numériques sur la France, qu'il hack un certain nombre de nos secteurs ou un certain nombre de nos acteurs économiques, qu'en termes d'influence, ils ont une influence négative à l'égard de notre pays. Et ils sont aujourd'hui... Ils ont mené une guerre dans un pays qui n'est pas un pays de l'Union européenne, mais qui est un pays d'Europe. Aux confins, oui, bien sûr. Oui. Et que, ça reste une guerre européenne pour vous ? Et c'est une puissance nucléaire. Par conséquent, à chaque fois qu'une puissance nucléaire est en conflit, et particulièrement, il faut bien le dire, géographiquement en conflit proche de vous, vous devez évidemment avoir une ferme inquiétude. Mais alors, est-ce existentiel ? Est-ce existentiel comme menace ? Mais pour l'instant, la Russie n'a pas annoncé qu'il attaquait la France. Pour l'instant. Les chars russes ne sont pas sur les Champs-Élysées. Oui, mais si on écoute Emmanuel Macron, on pourrait le croire que ça va arriver. Vous pensez véritablement ? Moi, ce que je trouve étonnant, madame, c'est que j'ai entendu Emmanuel Macron aux 20h. J'avais le sentiment qu'il allait déclarer la guerre. Voilà, c'était un discours qui était un discours guerrier. Pas mobilisateur. Dans un temps, on a besoin d'être unis. Non, guerrier. Au même moment où il semblait, et pour l'instant, ça n'est pas démenti, que la paix pouvait trouver un chemin. Et plutôt que d'accompagner ce chemin pour savoir quelle paix, et on va en parler parce que c'est important, la paix, oui, mais laquelle ? Et c'est là où la France, exactement, oui. Et c'est là où la France devrait jouer un rôle fondamental. Bon, eh bien, au moment où la paix se faisait un chemin, Emmanuel Macron nous expliquait qu'il fallait préparer une guerre quasiment imminente. Mais le président ne défend pas les intérêts français. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui ont eu peur. Le président ne défend pas les intérêts français. N'est-il pas dans son rôle pour mobiliser ? Mais mobiliser pour faire quoi ? Les esprits ? Mais pour faire quoi ? Face à une menace ? Mais pour faire quoi ? Que vous venez de décrire. Pour faire quoi ? Parce que le meilleur moyen de défendre les intérêts de la France, c'est de permettre à notre industrie d'armement de pouvoir se développer. Or, ils ont tout fait dans les dernières années pour empêcher nos entreprises de se développer, nos industries de se développer. Et évidemment, au milieu de ces industries, il y a l'industrie de défense. Les normes, les obstacles juridiques, la directive REACH, et dernièrement encore l'interdiction des bifaces. Comment est-ce qu'on peut soutenir l'industrie de défense française en ayant accepté l'ensemble de ces boulets aux pieds que nous nous sommes mis par l'intermédiaire de l'Union européenne ? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a pas de sens. La première des réflexions qu'on doit avoir pour permettre à la France de s'armer comme elle le souhaite, c'est d'augmenter le PIB la part de PIB de la défense à 3%. Je le réclame depuis 2012. Depuis 2012. Et ça n'a pas été fait. La première des choses, c'est d'avoir une énergie abondante et abordable. Or, ils ont tout fait pour rendre l'énergie affreusement chère. Je vous signale d'ailleurs que selon les chiffres parus ce matin, le gaz a juste augmenté de 185%. Bon, et je ne parle même pas de l'électricité. Et ça va s'aggraver, on en parlera tout à l'heure, avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'effort de défense est essentiel. On va en parler, Marine Le Pen. Le débat qui est derrière, le débat en France, pas seulement qu'en France, c'est qui est patriote aujourd'hui ? Le débat est celui-là en ce moment. Est patriote celui qui craint la menace russe et voit en Poutine un risque impérialiste à nos portes? C'est ce que semble expliquer le président. Et c'est ce que vous reprochent certains. Par exemple, j'écoutais Olivier Faure qui dénonce votre patriotisme de papier. Camarade, choisis ton camp. C'est exactement ça. Camarade, choisis ton camp. C'est malheureux parce que la France, c'est le pays de la raison. Et nous avons perdu la raison. La classe politique, aujourd'hui, agit de manière binaire, réfléchit de manière binaire. Il n'y a plus de hauteur sur les événements, il n'y a plus de recul sur les événements, il n'y a plus de profondeur de la réflexion. Il faut être pour ou contre. Et si vous êtes pour, vous êtes dans le bon camp. Et si vous êtes contre, vous êtes dans le mauvais. Il y a quand même une ligne de front en Europe. Non, il n'y a pas de ligne de front parce que moi, je ne suis pas pour que la Russie attaque l'Ukraine. Donc, c'est ridicule. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut Pourquoi on vous le reproche encore aujourd'hui ?
Mais parce que c'est facile, parce que c'est une caricature. Certains reprennent vos anciennes déclarations. Mais parce que c'est une caricature. Oui, certains reprennent les images de M. Macron accueillant avec un sourire jusqu'aux oreilles Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Ça n'a aucun sens, ce genre d'attaque et d'agressivité. Alors que, très clairement, nous avons, encore une fois, des solutions à proposer. Et pour la paix, on disait quelle paix. Ça m'intéresse plus que les débats, honnêtement, que je trouve d'un niveau bien souvent pitoyable. En France aujourd'hui, le niveau des débats politiques, je le trouve très mauvais. Voilà, je vous le dis, je trouve que vous n'hésitez pas à avoir des mots très durs envers Emmanuel Macron également. Non mais c'est... Oui. On peut, c'est pas la question d'avoir des mots durs, c'est la question de l'argumentation que l'on développe, de l'objectif que l'on cherche à obtenir. Moi, ce que je cherche, c'est que la France retrouve la voie particulière qui est la sienne aujourd'hui. La France est éjectée de tout. Emmanuel Macron s'est fâché avec le monde entier. Il a réussi à se fâcher avec des pays qui sont fâchés ensemble depuis des décennies. Eh bien, il a réussi à se fâcher avec les deux. Il arrive à se fâcher avec la Russie, à se fâcher avec les États-Unis en même temps, c'est pas évident. Il arrive à se fâcher avec l'Algérie et avec le Maroc en même temps, c'est pas évident. Je veux dire, on n'a plus de voix, on n'existe plus. Alors il est contraint à l'agitation. Vous savez, ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Alors on organise des sommets, on discute, mais on discute de choses sur lesquelles nous n'avons plus d'influence. Et c'est cela que je lui reproche. On va en parler. Donc je souhaite qu'il redonne à la France de l'influence, et le meilleur moyen de lui redonner de l'influence, c'est de faire en sorte que cette conférence de paix, la France soit à la table et qu'elle discute de quelle paix. Parce que moi, ce que je ne souhaite pas, c'est le traité de Versailles. C'est une paix qui, en réalité, contient en germe les conflits de demain. Et donc, je pense qu'il faut... C'est ce que semble craindre aussi le président français. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a utilisé cette rhétorique et ce ton martial. Il pense aujourd'hui qu'une paix imparfaite et coûteuse pourrait nous coûter très cher demain ou après-demain. Mais dans ces cas-là, il faut travailler à la paix. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on n'a pas de strapontin, on va s'asseoir quand même à la table. Pas appeler le pays à la guerre. Bon, donc la question c'est que va contenir cette négociation. Allons-y, on le sait, Madame Le Pen. On sait que certains territoires ne seront jamais restitués à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut le valider? Non, mais je crois qu'on se tombe. D'abord, posons les questions. Parce que vous voyez, la paix, elle se fait entre les deux belligérants. Il faut qu'ils soient tous les deux d'accord. Ça paraît normal. Ne peut pas. Voilà, bon. Donc, la question, c'est est-ce que cette négociation de paix ne doit porter que sur la frontière entre l'Ukraine et la Russie? Évidemment que non. Il faut envisager l'intégralité des frontières autour qui posent un certain nombre de problèmes diplomatiques. Il faut également réfléchir au périmètre de l'OTAN. Et là, ce sont les États-Unis aussi qui doivent peut-être avancer sur ce terrain. Donc voilà, ce sont des tas de sujets qui doivent, je crois, être réglés pour qu'on ait, comme l'a dit Emmanuel Macron, mais sans chercher à l'obtenir, une paix juste et durable. C'est important ce que vous dites. Imaginons, vous êtes au pouvoir. Les pays baltes ou un des pays baltes est ciblé, attaqué. Comment vous réagissez? D'abord, permettez-moi de ne pas faire de politique fiction et, si possible, de politique fiction qui soit la fiction du pire. On l'a dit cela avant l'invasion de l'Ukraine. Permettez-moi. La vraie question, c'est qu'il y a évidemment que les pays baltes, que la Pologne sont particulièrement inquiets, et à juste titre, pour des raisons géographiques et pour des raisons historiques. Il faut donc leur permettre de s'armer. Pour leur permettre de s'armer, moi je propose de les autoriser à utiliser leur fonds de cohésion de l'Union européenne. Il est de 380 milliards, il reste à peu près 200 milliards actuellement disponibles. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne les autorise pas à réorienter vers leur industrie de défense ces fonds de cohésion? De la même manière, d'ailleurs, qu'on l'a fait avec un texte qui s'appelle Restore il y a quelques semaines, où on a autorisé, en cas de catastrophe naturelle, à réorienter une partie de ces fonds pour reconstruire les endroits qui ont été détruits par une catastrophe naturelle. Donc déjà, commençons par là. Commençons par leur permettre d'user de l'argent qui est là, plutôt que de pousser les États à
s'endetter encore, alors même que, en ce qui concerne la France, je crois qu'on est au taquet dans ce domaine. Et c'est une question d'ailleurs, comment pouvons-nous nous réarmer sans encore nous endetter? Une question quand même fondamentale, Marine Le Pen, on poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1 parce que ce nouvel ordre mondial, il met à jour des positions essentielles et des différences essentielles. En quoi votre souverainisme prononcé, assumé, affirmé, vous ne me contredirez pas, mais en quoi n'est-il pas un isolationnisme aujourd'hui qui pourrait affaiblir la France? Depuis le début de cet entretien, quand je parle d'Europe, vous parlez de France. La France doit s'asseoir à la table des négociations. Comment aujourd'hui un pays aussi fort, peut-être est-ce une puissance moyenne, la France aujourd'hui, peut-il peser face à des États-puissances, à des États-nations, les États-Unis, la Chine, la Russie, la Turquie? Comment? Comme elle l'a fait hier. Hier. En étant avec le général de Gaulle, oui. Bon, non mais le problème, c'est que nous avons transféré notre diplomatie à l'Union européenne. C'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, on est obligé de l'admettre, c'est une catastrophe. Bon, or, la diplomatie, il faut que chaque nation puisse la conserver. De la même manière qu'elle doit conserver son armée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'entre pas dans des alliances militaires, mais elle doit conserver la maîtrise de son armée. Or, aujourd'hui, ce qu'il cherche à faire, c'est à obtenir une armée européenne. Oui, mais s'il y a une armée... Le mot n'a pas été prononcé. Oui, mais s'il y a une armée européenne... si, 1000 fois. S'il y a une armée européenne, il y a une gouvernance militaire qui est européenne. Ça veut dire que et si ça existait... un pouvoir décisionnaire qui est chez qui? C'est la bonne question. La Commission européenne. Ça veut dire que si ça existait, au moment où nous nous parlons, depuis 3 ans, nos soldats français seraient sur le front en Ukraine. C'est quand même un vrai sujet, ça. Donc, Emmanuel Macron, jusqu'à présent, il vendait, si vous voulez, des transferts de compétences. Aujourd'hui, il est en train d'effectuer des transferts de puissance. En tout cas, il le souhaite. Et tout le débat qu'il a ouvert sur la dissuasion nucléaire est un débat qui est profondément anti-gaullien. Pourtant, le général de Gaulle et tous les présidents de la Ve République avaient parlé de cette dissuasion, non pas mutualisée, mais élargie. Mais ce n'est pas le sujet. On peut décider que nos intérêts vitaux français peuvent être impactés par des intérêts européens. Nous le déterminons. Vous voyez, c'est nous qui déterminons cela. Ce n'est pas étonnant, cela, si vous voulez. Mais ce qui est terrible, c'est de souhaiter en réalité partager. Ce n'est pas la première fois qu'il lance ce débat. C'est de la même manière que ce n'est pas la première fois qu'il est ambigu sur notre siège au Conseil de sécurité, parce que si nous partageons la dissuasion nucléaire, alors nous partageons aussi le siège au Conseil de sécurité. Vous dites partage, il dit élargissement. Oui. Vous y voyez donc un transfert de puissance. Non, il dit, je vais ouvrir le débat. Mais ça veut dire que donc il n'est plus dans la vision du général de Gaulle s'il ouvre le débat. On est d'accord. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il souhaite. Or, qu'est-ce qu'il peut vouloir de nouveau d'autre que, encore une fois, une forme de partage acté de la dissuasion nucléaire? J'y suis fondamentalement opposé. Voilà. Parce que c'est un outil de puissance française et qu'il doit rester cet outil français. Politique internationale et politique intérieure sont liées. Ça ne veut pas dire, oui. Contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas d'isolationnisme. Hein. Non, je pose la question. C'est-à-dire, vous assumez un souverainisme, d'ailleurs, davantage que Jordan Bardella, qui c'est marrant parce que c'est une histoire, un parcours. Non, mais c'est tout de même drôle, parce que c'est soit on est souverainiste et donc isolationniste, soit on est européiste. Eh bien non, on peut être souverainiste et considérer que les projets, un certain nombre de projets, peuvent s'envisager avec les autres... C'est une troisième voie, c'est un ni-ni-ni. Avec les autres nations. Ni Washington, ni Moscou, ni Bruxelles. Mais bien sûr. Et on reste tout seul. Mais pas tout seul. On peut très bien engager, encore une fois, des projets avec des nations européennes. Des nations européennes. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple fondamental. On est en train de discuter de réarmement, on parle d'autonomie, on se pousse du col. Très bien. Bon, eh bien, faisons-le. Chiche. Faisons-le. La première des choses, c'est peut-être de ne pas dépendre des puces que l'on met dans nos missiles et qui viennent de Taïwan. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, créer un MBDA des puces, puisque les machines qui fabriquent les puces sont néerlandaises, hein, eh bien, ne peut-on pas, avec les nations européennes, se mettre ensemble en disant, voilà, on va réfléchir à créer une filière
européenne des puces sans lesquelles nos missiles, notamment, pas seulement, ne fonctionnent pas. Oui, il y a des projets comme cela, non à un saut fédéraliste. Non, mais c'est plus un saut fédéraliste qu'ils sont en train de constituer. Qu'est-ce que c'est alors ? Mais ils ne sont pas en train de créer une Europe fédéraliste. Ils sont en train de créer un État unitaire européen. C'est un tout petit peu différent et c'est beaucoup plus grave. Vous n'avez pas de mots assez durs pour dénoncer tout cela, Madame Le Pen, et donc ce que décide Emmanuel Macron. Alors une question vient naturellement en tête. Si les décisions de l'exécutif sont tellement néfastes au pays, pourquoi ne pas avoir censuré le gouvernement ? Pourquoi lui donner encore un sursis, justement, pour prolonger de telles décisions que vous ne cessez de dénoncer depuis le début de cet entretien ? Mais c'est Emmanuel Macron là qui impulse tout ça. Non, mais censurer le gouvernement, vous affaiblissez un président. Ne nous racontons pas d'histoire. Je veux dire, tout ça, c'est Emmanuel Macron. C'est pas les premiers ministres qui se succèdent. C'est la ligne qui est celle du président de la République, impulsée par le président de la République. Donc vous avez raison, c'est lui qui porte la responsabilité. Nous avons fait le choix, parce qu'il était nécessaire d'obtenir à un moment donné une stabilité qui était attendue par nos agriculteurs notamment, qui était attendue par nos industriels. On a obtenu pas mal de choses en fait, en censurant M. Barnier, qui avait juste créé 40 milliards d'impôts supplémentaires, dont 10 milliards sur les entreprises. On a préservé l'indexation des retraites pour les retraités. Si aujourd'hui le prix de l'électricité a baissé, c'est grâce à la décision que nous avons pu prendre. Bon. Donc nous voyons que le budget qui est présenté par M. Bayrou est mauvais. Mais celui de M. Barnier était pire. Nous en sommes là. Voilà. C'est-à-dire que vous choisissez entre le plus mauvais et le mauvais, le pire. C'est ça, oui. C'est souvent ça la politique, par ailleurs. Quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes souvent confrontés ceux qui ont appuyé sur le bouton de la censure, choix difficile. Mais nous n'avons pas fait que cela, parce que nous ne sommes pas seulement là pour préserver notre statut d'opposant. Nous avons effectué un contre-budget. Nous l'avons présenté à M. Barnier, nous l'avons présenté à M. Bayrou. Et aujourd'hui, il y a des combats à mener qui sont essentiels. Moi, mon combat, là, au moment où nous nous parlons, c'est l'énergie. Parce que sans énergie, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de souveraineté. Or, encore une fois, les prix de l'énergie ont augmenté dans des conditions spectaculaires. Et je note une chose, c'est qu'il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui devrait passer devant l'Assemblée nationale, qui devrait être présentée aux représentants du peuple, qui devrait être votée à l'Assemblée nationale et qu'ils cherchent en réalité à signer par l'intermédiaire d'un décret et qui nous engage pour les 10 prochaines années et qui va coûter, madame, écoutez-moi bien, 100 milliards aux Français. 100 milliards pour financer l'énergie intermittente dont nous savons pertinemment qu'elle n'est pas la solution à nos problèmes. 100 milliards, dont 37 milliards uniquement pour raccorder les éoliennes en mer au réseau électrique. Vous croyez que je peux admettre cela ? Donc c'est un combat essentiel, y compris dans les débats qui nous intéressent sur le réarmement. C'est lié, évidemment. Je vais faire un détour par un sujet qui peut paraître anodin, qui ne l'est pas du tout, parce qu'il concerne des millions de Français. Et on a beaucoup de réactions par nos auditeurs d'Europe 1 et téléspectateurs de CNews à ce sujet. Ce sont les fameuses zones, les ZFE, zones à faible émission, qui sont pour certains des zones véritablement d'exclusion aujourd'hui. Alors il est vrai que le RN en a parlé assez rapidement. Comment vous appréhendez aujourd'hui de telles zones ? C'est l'apartheid. Voilà, c'est une forme sociale. C'est une forme d'apartheid social. Les pauvres restent en dehors des villes et ceux qui ont les moyens de s'acheter une voiture électrique pourront y entrer. C'est un scandale absolu. Il y a des maires qui s'élèvent contre ça. C'est une rupture, je veux dire, de tout ce qu'est la France. C'est d'une injustice totale, c'est d'une stupidité absolue. Il faut évidemment supprimer ces ZFE. Nous avons, au Rassemblement national, été tout à fait en pointe sur ce sujet. Depuis d'ailleurs la création de ces ZFE, on a même fait un petit autocollant critères libres. Et donc nous allons continuer ce combat
à tous les échelons, au niveau de l'Union européenne et évidemment au niveau national. Autre sujet, Marine Le Pen, vous m'avez dit ici même il y a quelques mois être au premier rang de la lutte contre l'antisémitisme. Vous avez dû voir ces affiches, et en particulier celle caricaturant l'animateur Cyril Hanouna. Les Insoumis sont accusés d'antisémitisme. Je rappelle que cette caricature rappelle justement, tout un imaginaire de propagande antisémite. Cyril Hanouna va porter plainte. Comment vous avez réagi en voyant cela ? J'ai été scandalisé, je pense, comme l'ensemble des Français. Et derrière, il y a une deuxième question, c'est d'où provient l'impunité de l'extrême gauche, qui en réalité peut tout se permettre. Ils se permettent de dire des horreurs, ils se permettent de pointer du doigt nos compatriotes qui soutiennent Israël. Ils se permettent des photos qui sont évidemment des références aux caricatures antisémites. Ils se permettent d'inviter au cœur même de la maison du peuple, l'Assemblée nationale, des fondamentalistes islamistes, car le CCIE, qui est l'émanation européenne du CCIF, interdit en France. Installé en Belgique, interdit en France, sans que cela ne fasse l'objet d'aucune récrimination. Les députés hier, d'ailleurs UDR d'Éric Ciotti, ont tenté justement d'entrer dans la pièce. Ils ont été menacés, intimidés, qualifiés de racistes. Selon la présidente de l'Assemblée nationale... C'était un fichier S LFI qui invitait les fondamentalistes islamistes à venir exposer leur discours honteux au sein même de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'il faut interdire jusqu'où vont-ils aller et jusqu'où nos dirigeants vont-ils les laisser aller? C'est ça. Il y a un deux poids, deux mesures. Oh, mais c'est même pas un deux poids, deux mesures. C'est bien pire que ça, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils se comportent de manière insupportable. Vous avez dit jusqu'où nos dirigeants vont les laisser aller, donc il y a une complicité? Je sais pas. Il a bien fallu une autorisation quand même pour autoriser les représentants du CCIE à venir en France. Déjà, n'y serait-ce que venir pour faire une conférence. On aurait pu interdire. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, être complaisant face à cela. Non, vous avez raison, mais vous savez, parfois, c'est la lâcheté. Oui, je sais que vous avez... mais je sais que vous avez une grande confiance dans M. Retailleau. Dans la dissolution du CCIF. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont là. Et c'est la faute de personne. Mais alors, nous sommes un pays qui n'est pas tenu. Il n'y a pas une présidente de l'Assemblée nationale qui aurait pu dire non, peut-être? Elle s'en est émue dans un communiqué. C'est bon alors, ça va. C'est fini, le premier réglé. Elle s'en est émue. Non, je crois qu'on est... Encore une fois, il y a une complaisance à l'égard de l'extrême gauche, il y a une complaisance de la part d'une partie des médias pour l'extrême gauche. Et donc l'extrême gauche avance ses pions et fait reculer en fait les limites de l'inacceptable, les limites de l'inadmissible. Et voilà, c'est un combat qu'il faut également mener. Vous avez évoqué Israël il y a quelques instants. À ce sujet, Marine Le Pen, c'est un voyage à la portée forcément symbolique importante. C'est la première fois, semble-t-il, qu'un dirigeant du RN est invité en Israël. Jordan Bardella n'hésite pas à parler d'un événement historique. Il sera sur place pour participer à la conférence internationale de la lutte contre l'antisémitisme. Il sera d'ailleurs avec Marion Maréchal. Quelle est la portée d'un tel déplacement, selon vous ? Quel caractère vous lui accordez? Non, mais comme le dit Jordan Bardella, c'est historique, oui. Incontestablement, c'est historique. Eu égard à quoi? Depuis de nombreuses années. À l'histoire du parti? Depuis de nombreuses années, nous exprimons à l'égard d'une confiance qui n'existait pas. Jamais le FN n'aurait été invité par Israël avant. D'une confiance qui n'existait pas de la part de nos compatriotes de confession juive à l'égard du Front National. Et je pense qu'avec la persévérance, l'énergie que nous avons mise à lutter contre l'antisémitisme, à être les protecteurs de nos compatriotes de confession juive, à être, comme je le souhaitais, peut-être le meilleur bouclier pour eux face aux attaques du fondamentalisme islamiste. Le Rassemblement national aujourd'hui est le meilleur bouclier contre l'antisémitisme. Ah oui, je le crois, oui, bien sûr. Certains s'étouffent en vous écoutant. Écoutez, ils peuvent s'étouffer, c'est pas le sujet. C'est la réalité.
en luttant comme nous le faisons contre le fondamentalisme islamiste, nous sommes le meilleur bouclier de ceux qui en sont victimes. Et il faut quand même être aveugle ou d'une mauvaise foi totale pour ne pas se rendre compte que nos compatriotes de confession juive sont les victimes directes de la montée en puissance du fondamentalisme islamiste qui, depuis quelques années, est aujourd'hui soutenu par des forces politiques. Avant, il n'était pas soutenu par des forces politiques. Aujourd'hui, il est soutenu par l'extrême gauche et dans l'ensemble d'ailleurs de ses revendications. Et ça va de leurs revendications vestimentaires à leurs revendications politiques, à leurs revendications alimentaires, et j'en passe et des meilleurs. Jusqu'où vous mettez le curseur? Je prends l'exemple hier au Sénat, c'est la ministre des Sports qui a lancé que le port du voile dans le sport n'est pas de l'entrisme. Ce n'est pas de l'entrisme, dit-elle. Est-ce que pour vous, derrière chaque voile, il y a l'idéologie? Où vous dites attention, comme dit la ministre des Sports, Madame Barzac, attention aux confusions et aux amalgames. Oui, elle a un petit peu 20 ans de retard, parce qu'aujourd'hui, tout le monde admet qu'en réalité, le voile est considéré par les fondamentalistes islamistes comme un outil politique. Et d'ailleurs, les fédérations sportives ne s'y trompent pas, puisque eux-mêmes refusaient le port du voile dans les compétitions sportives. Donc, contre l'avis des fédérations sportives, contre l'avis du ministre de l'Intérieur, enfin, il faut dire que ce gouvernement, c'est quand même la foire fouille, hein, on y trouve tout. Hein. Des gens qui pensent A, B, noir, blanc, au milieu. Bon, il n'y a pas de ligne directrice, manifestement. Et contre tout cela, contre cette volonté précisément de préserver le sport de cet entrisme islamiste, eh bien la ministre, elle décide que, non, pour finir, il faut que les joueuses puissent porter le voile dans les manifestations sportives. C'est encore un recul. En réalité, on aurait pu penser que compte tenu de la prise de conscience que nous avons, des centaines de morts que nous avons eues du fait des attentats islamistes vis-à-vis de cette idéologie totalitaire, au moins nous n'aurions plus cette faiblesse d'âme, cette puérilité, cette naïveté. Eh bien non, il continue à avancer au moment où nous nous parlons. Nous ne les avons pas fait reculer, c'est le moins qu'on puisse dire, mais nous n'avons même pas arrêté leur progression. Vous êtes en train de dire qu'on a ouvert la porte? Mais bien sûr, ils rentrent comme dans du beurre. Nous n'avons même pas arrêté la progression du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Vous dites que l'idéologie frériste voit le voile comme un outil politique, mais je vous pose la question, est-ce que derrière chaque voile, il y a l'idéologie? Mais vous êtes en train d'essayer d'individualiser et vous allez sortir, comme on le fait régulièrement, l'exemple de la petite mamie qui met son voile parce que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le voile est utilisé comme un outil politique. Mais aujourd'hui et hier, Madame Mabrouk, dites-moi, quel est exactement le marqueur de l'arrivée au pouvoir dans un certain nombre de pays du fondamentalisme islamiste? Quelle est la première chose qu'ils ont imposée à la population? S'attaquer aux femmes? Bien sûr. Le port du voile. C'est précisément la première chose c'est la chose qui n'existait pas lorsqu'il y avait des gouvernements laïques dans des pays musulmans. Et c'est la première chose qu'ont mis en place les islamistes lorsqu'ils sont arrivés dans ces pays et qu'ils y ont pris le pouvoir, imposer aux femmes le port du voile. Donc, moi, je ne sais pas comment il faut expliquer à certains qui continuent à faire preuve soit de mauvaise foi, soit de naïveté, que c'est un sujet majeur. On arrive bientôt à la fin de cet entretien, Marine Le Pen. Je voudrais évoquer le volet judiciaire qui vous concerne. Mais avant d'y arriver, à ce sujet, certaines de vos décisions politiques ont pu étonner ces derniers temps, comme celle de ne pas barrer la route à Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Il n'en fallait pas plus pour que certains y voient une volonté de votre part de calmer les choses avant le procès ou même un accord. Vous auriez envoyé des émissaires auprès de Richard Ferrand. Vous faites non de la tête, je dis à nos auditeurs qui ne vous voient pas. Ah oui, mais... Non, mais je note que la presse lutte contre le complotisme, et le complotisme de gauche, lui, alors là, il n'y a pas de problème. Hein. Expliquez-nous la décision, alors. Mais la décision est très claire. Nous avons posé la question à M. Ferrand. Quelle est votre vision du Conseil constitutionnel ? Au passage, compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron a parfois des idées folles, on aurait pu avoir Aya Nakamura, présidente du Conseil constitutionnel, Mme Taubira, ou je ne sais qui d'autre. Il nous a répondu, je considère que le Conseil constitutionnel ne doit être ni un législateur ni un constituant. Voilà. Après, nous ne sommes pas sûrs qu'il respectera.
Mais non, Intéressant. mais absolument aucune confiance. Mais je préfère ça plutôt que M. Fabius qui explique que lui, il est pour que le Conseil constitutionnel se substitue aux députés pour voter la loi et pour que le Conseil constitutionnel se substitue aux Français ou au Congrès pour changer la Constitution. Permettez-moi tout de même. Bon, donc là aussi, c'est un peu la politique du moins pire, hein, me direz-vous. Mais je tiens à vous dire très clairement que je n'ai passé aucun accord. D'ailleurs, je ne passe jamais aucun accord. Et particulièrement quand cet accord aurait vocation à me concerner. Voilà, ça n'est pas ma morale, ça n'est pas ma philosophie. Donc je laisse l'extrême gauche à son complotisme. Hein. Quand je dis l'extrême gauche, j'y inclus bien sûr Libération, Le Monde, etc. Et je demande aux Français de me faire confiance. Le 31 mars, c'est dans une quinzaine de jours. Ça vient très rapidement. Et évidemment, c'est dans votre tête. Vous devez le vivre de manière très particulière. Le verdict vous concernant dans l'affaire des assistants parlementaires RN aura aussi... ce sera une onde de choc dans le monde politique, puisque votre carrière politique est en jeu. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je suis extrêmement sereine. Parce que je suis une combattante. Et que j'ai appris depuis toute petite que le combat judiciaire mené contre vous fait partie intégrante du combat politique. Donc je le prends comme un épisode du combat politique que je mène. Donc je le prends avec sérénité. Je n'anticipe pas cette décision sur laquelle je n'ai aucun pouvoir. J'attends tranquillement que cette décision intervienne. Si cette décision ne reconnaît pas mon innocence, eh bien j'irai, comme l'état de droit me le permet, Dieu merci, en appel, parce que nous avons 2 degrés de juridiction dans notre pays, et c'est heureux. Et si elle reconnaît mon innocence, j'en serai Et s'il y a exécution provisoire ? Mais nous verrons bien ce qu'il en sera. Je ne me mets pas. Je suis quelqu'un de pas imaginer que vous n'avez pas évidemment. Oui, mais moi je vois. Sur les je vois encore une fois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je suis une optimiste. Donc voilà, j'espère que cette décision absolument inique ne sera pas choisie par le tribunal. Je parle du verre à moitié vide, puisqu'en Roumanie, il y a eu l'exclusion d'un candidat. Alors, tout autre sujet et autre cadre, c'est quand même un candidat favori, Georgescu. Sa candidature a été invalidée. Certains y ont vu, notamment Éric Zemmour, un coup d'État des juges. Est-ce que si vous êtes empêché aujourd'hui, vous y verrez la même mainmise ? Non, mais il est évident que... si, dans l'affaire qui nous concerne, je suis interdite de me présenter avec exécution provisoire, c'est-à-dire avec l'impossibilité en réalité que mon appel puisse avoir une influence sur la décision qui a été prise, ce serait incontestablement une décision profondément antidémocratique, puisqu'elle priverait le peuple français de potentiellement se choisir son... futur président de la République et en l'espèce présidente de la République. Donc bien entendu, moi je suis très inquiète de voir ce qui se passe en Roumanie. Très inquiète. Mais je suis encore plus inquiète quand je vois M. Renaud Dely, journaliste sur le service public radiophonique, expliquer que, par principe, il faudrait considérer que les futures élections présidentielles seraient manipulées et donc délégitimer le résultat des futures élections présidentielles avant même que l'élection ait eu lieu. Vous savez, voilà, il y a quand même dans leur esprit l'idée que lorsque les urnes ne donnent pas le résultat qu'ils souhaitent, il faut essayer de mettre en œuvre les moyens pour que le résultat ressemble à ce qu'ils souhaitent. Il est 9h. Merci Marine Le Pen. Nous avons balayé beaucoup de sujets dans ce contexte international et de politique intérieure. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews et Europe 1. Place à présent